Anne Coffinier, bonjour. Bonjour, Odon de Cacré. Vous êtes directrice générale de la Fondation pour l'école et le 6 avril dernier, vous organisiez un salon de la liberté scolaire, l'IBSCO. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui est à l'origine de la volonté de créer ce salon? Alors c'est effectivement une première édition, ce salon, et l'objectif c'était de faire connaître ce qu'on peut faire pour les enfants en se servant de la liberté scolaire, de la liberté pédagogique, c'est-à-dire la capacité à choisir ses méthodes, son style éducatif, ses professeurs, ses supports pédagogiques, ses manuels, etc. Donc quand on est libre d'organiser une école ou d'organiser une autre forme d'enseignement, parce qu'il n'y a pas que les écoles, il y a aussi tout ce qui est à distance, il y a les cours de soutien, il y a ce qui peut se faire dans un cadre plus informel. Mais en gros, quand on est libre d'utiliser des moyens pédagogiques qu'on a choisis par rapport aux besoins de l'enfant qu'on constate et par rapport à notre vision éducative, eh bien ça fait des résultats qui sont vraiment intéressants, qui sont vraiment d'intérêt général, qui sont conformes au bien commun, et ces résultats, ça vaut la peine de les partager. Donc c'était ça l'idée de base. Après, ça faisait 2-3 ans qu'on avait déjà ce projet. C'est un projet qui est lourd, hein. C'est un grand salon avec beaucoup de gens. Et on voulait avoir le temps de le faire correctement. Donc l'objectif de ce premier salon, c'était de permettre de voir ce qu'on pouvait faire quand on dispose de la liberté pédagogique et de la liberté scolaire, qu'on peut choisir ses méthodes, ses volumes horaires, son organisation, ses professeurs, ses manuels, ses supports, ses logiciels, tout ce qu'on veut. Et donc quand on utilise vraiment toutes ces libertés qui sont fondamentalement les libertés des éducateurs, des professeurs, mais aussi des parents ou d'autres intervenants, orthophonistes ou autres, quand on utilise ça pleinement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'enfant, pour répondre vraiment à son besoin, à lui, et pas un besoin théorique, mais le besoin précis de tel enfant. Et donc ce projet de salon que nous avions depuis au moins 3 ans, nous avons pu le concrétiser autour de cette idée, et de l'idée de faire dialoguer, en fait, d'une part, en particulier les écoles indépendantes, en montrant ce qu'elles avaient fait, mais aussi des intervenants plutôt périscolaires qui font des compléments aux écoles. Et par ailleurs, le reste de la société civile et des gens tout à fait différents, voire des gens qui n'avaient pas spécialement un intérêt pour les écoles indépendantes. Et c'est notamment pour ça que nous avons choisi de faire une publicité très large, en faisant une publicité importante dans le métro de Paris, pendant 15 jours. Et le résultat, ça a été assez impressionnant, parce qu'on a eu pour la première édition 1200 personnes, ce qui est un succès inespéré pour un sujet quand même nouveau. Et ces personnes étaient incroyablement variées, et ça c'est vraiment l'effet métro. On a touché des gens, des professeurs du public, des personnes qui a priori n'avaient jamais vu une école indépendante de leur vie, ou même une école privée de leur vie. Et donc toutes ces personnes-là avaient une vraie curiosité, et se sont dit, je vais voir ce qu'on peut faire d'autre, comment s'y prendre autrement, et quand on est libre, ce qu'on peut faire de cette liberté. Donc ça, de ce point de vue-là, ça a été la rencontre d'un public très diversifié, assez populaire pour une partie, pas mal de professeurs, y compris des professeurs de l'éducation nationale, des orthophonistes, des éducateurs, et une présence aussi au niveau des écoles indépendantes d'une grande variété d'écoles. Donc ça a été le lieu d'une rencontre, de dialogue de gens qui ne se parlent pas toujours, et qui manifestent en général pas forcément un intérêt caractérisé pour la liberté pédagogique. Et alors comment s'est organisé ce salon? On a vu l'organisation de tables rondes, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors en fait, ce salon, pour avoir des explications précises, il faut aller voir le site internet libsco.fr. Et donc sur ce site internet, on explique un peu comment fonctionne le salon. Donc c'était un salon très grand, hein, au niveau des mètres carrés, qui était en plein cœur de Paris, à l'espace Charenton, sur une journée complète, avec des installations de stands et des intervenants à la veille. Et dans ce salon, donc, il y avait plusieurs parties. Il y avait effectivement une partie avec des tables rondes qui faisaient dialoguer des gens qui avaient des visions vraiment différentes, avec un modérateur qui était un journaliste professionnel qui était spécialiste de l'éducation et qui venait donc modérer ce débat. Et donc à chaque fois les salles étaient complètement combles, c'était plein de tous côtés, les gens venaient vraiment pour le débat, pareil pour les stands, c'était étonnant. Et donc dans ces débats-là, il y avait à la fois des universitaires, des journalistes, des gens qui venaient des écoles indépendantes, et des spécialistes aussi et des acteurs du secteur éducatif périscolaire, et avec des visions vraiment différentes, des gens qui d'habitude ne se rencontrent jamais, et qui venaient parler de ces sujets-là.
pour dire comment ils voient les choses et quelle est la cohérence de leur vision. Et donc chacun présentait en fait la cohérence de sa vision. Donc sans qu'il y ait des tunnels, vous voyez, c'est-à-dire que c'était un vrai débat. C'était pas je parle et puis l'autre parle à côté. Et c'était l'importance d'avoir des modérateurs qui soient des spécialistes, donc qui sont venus pour nous aider. Alors si on prend les tables rondes, la première table ronde, c'était l'école oui, mais pourquoi? Et là, il y avait à la fois des représentants des écoles en tant que telles, dont je faisais partie, mais aussi Brigitte de Comprégnac, qui s'occupe des écoles pour enfants à haut potentiel, qu'on appelle aussi enfants précoces. Et de l'autre côté, il y avait des tenants d'une approche de l'école qui c'est quasiment de l'Ivan Illich, quoi. C'est des écoles non-écoles. Alors il y a André Stern, qui est quand même le héros habituel de la déscolarisation, et puis Ramin Farangui, qui propose ces fameuses écoles démocratiques, qui sont des écoles qui franchement n'ont d'école que le nom. C'est des écoles où l'enfant choisit ses activités, où il n'y a pas d'enseignement structuré, ni même un peu volontariste. Donc c'est vraiment une autre conception radicalement haute de l'éducation. Et c'était très important de pouvoir montrer ce que ça sous-entendait, où ça allait. C'était un peu comme deux extrêmes, en fait, d'une vision éducative, et c'est très rare que ces gens-là discutent. Donc ça me paraissait vraiment important, et bon, la salle était assez passionnée. Après, il y avait une deuxième table ronde, autour de Pascal Hague, qui est donc maître de conférence à l'EHESS, et qui a cofondé l'école qui s'appelle Lab School Network, et donc qui est une école très connectée aux sciences, et enfin aux sciences sur que c'est la science sur le fonctionnement de l'enfant et comment l'instruire. Et donc elle a animé une table ronde où il y avait Jérôme Salté notamment, qui est le co-créateur des éditions Playback, mais aussi qui a été chargé par le ministère d'avoir une sorte de collège expérimental actuellement, et puis Emmeline Porte, qui est spécialisée notamment sur la question de décrochage. Et donc là, l'idée, c'était de réfléchir sur la motivation, parce qu'aujourd'hui, on a des écoles, et on a beaucoup d'enfants qui sont démotivés, qui n'enseignent pas. On a aussi beaucoup de professeurs démotivés. Donc qu'est-ce qui fait le cœur de la motivation? Que fait-on face aujourd'hui à la phobie scolaire, au décrochage en masse? Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Comment on fait pour qu'un professeur reste impliqué, motivé, qu'il se sente reconnu et qu'il a envie d'être un bon professeur tout au long de sa carrière? Donc ça portait là-dessus. Et donc c'est des enjeux bien concrets, mais qui toujours évidemment mettent en jeu une certaine vision des choses. Ensuite, il y a une table ronde sur le numérique. Et alors là, le débat était très intense avec la salle, car les intervenants étaient quand même très en faveur du numérique. Il y avait notamment le directeur général d'EdTech France, et la fondatrice aussi d'un cours de formation en ligne des enfants, et puis Michel Guilloux, qui est un observateur connu du numérique et qui est quand même très pro-numérique. Et là, c'était intéressant parce que le débat était vraiment avec la salle. Alors, les intervenants étaient plutôt il faut faire avec le numérique, et la salle était oui, mais vous ne vous rendez pas compte de telle et telle considération. Et vous n'avez pas voulu rajouter quelqu'un qui était contre le numérique dans cette Alors, table? on savait que la salle serait quand même très dans ce sens-là, et donc on a plutôt construit un peu cette table ronde comme ça, à travers, parce qu'il y a une grande partie pour les réponses. Mais il y a des vidéos complémentaires sur le site qui seront disponibles, qui présentent des positions de gens qui étaient dans la journée, qui étaient présents, qui sont passés sur le salon, et qui avaient une position sur le numérique qui était assez critique. Voilà, donc il y aura, en tout cas sur le site qui va être mis à jour, il faut avoir le temps de monter tout ça dans quelques temps, et bien il y aura tous ces éléments-là pour avoir une vision équilibrée de ces questions. Et la dernière table ronde, c'était quelles écoles pour demain? Et là, il y avait à la fois Mathieu Chéreau, qui a écrit Préparons nos enfants à demain, Vianney Châtillon, le président de la Fondation des Académies Musicales et directeur de l'Académie Musicale de Liesse, Patricia Eroma, qui fait partie de l'école Léonard de Vinci et qui est vice-présidente de la FET, la Fédération des écoles de transition éducative, donc des écoles qui sont assez centrées souvent sur la question des enfants au potentiel, ou l'éducation adaptée pour des enfants qui ont des besoins spécifiques. Et puis il y avait Son Thierry, qui est un chercheur, un normalien, entrepreneur, et qui a été le concepteur de la plateforme Didasque. Donc des générations de gens aussi assez différents. Et l'idée de cette table ronde, c'était de montrer comment en fait, parfois on persiste à présenter la question scolaire sous un angle très conventionnel,
C'est-à-dire, est-ce que vous êtes pour l'école publique, l'école privée sous contrat, hors contrat, la déscolarisation? Mais en fait, cette présentation, elle est déjà largement caduque. Parce qu'en fait, les gens passent déjà d'un système à l'autre, ils font du zapping, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et ensuite ils cumulent les réalités. Ils vont par exemple avoir des cours du soir, ils vont avoir un logiciel d'entraînement à telle matière, ils vont avoir maintenant surtout avec le nouveau bac probablement une logique de préceptorat ou de cours en ligne pour passer telle ou telle option, ils auront peut-être un tutorat méthodologique de telle ou telle chose. Donc en fait on voit bien que c'est plutôt un continuum éducatif, et puis l'idée de faire une formation puis on est tranquille pour toute sa vie a aussi disparu. En réalité, il y a parfois aussi des questions de maturation, ou bien tout simplement d'évolution des projets personnels, où l'idée d'un métier pour toute la vie ou d'une formation pour toute la vie est en train de disparaître, et on est plutôt dans une logique où on se forme, et puis ensuite il faudra qu'on se reforme encore parce qu'on voudra évoluer ou apprendre d'autres réalités, et puis avec la richesse petit à petit de son expérience, on évoluera peut-être vers encore d'autres formations et d'autres métiers. Donc du coup, on passe d'une logique très classique, dans quelle école vas-tu, à une logique où on a un continuum éducatif avec une formation à la fois individuelle ou collective, en présentiel ou bien à distance, avec du numérique, initiale ou continue, et puis obligatoire ou facultative. On voit bien que le socle commun des connaissances, il est un peu dépassé par la réalité des choses. Les options sont très importantes, les bas de CV, comme on dit aujourd'hui, sont très importants. Qu'est-ce qu'on fait en termes d'engagement, de capacité de leadership, de capacité à la résilience, ou disons à la formation du caractère? Tout ça, c'est des choses fondamentales qui ne sont pas dans le socle commun. Et donc c'est toutes ces choses-là qui font un continuum éducatif. Et ça nous conduit à une idée assez simple, c'est que dans la mesure où ce qui fait la validité, la qualité d'une formation, c'est pas simplement la qualité de telle école, mais c'est ce continuum éducatif, il faut certainement aussi que l'évaluation change pour que ça soit plus large, et aussi que le financement change. Parce que si le financement est centré sur telle école, parce qu'il a tel statut, on passe complètement à côté de la réalité des choses. Et donc on n'a aucune espèce de logique sociale ou logique en mettant un financement que sur une école au regard de son statut. Donc le premier aspect, c'était les tables rondes, et il y avait à chaque fois à peu près 200-250 personnes qui assistaient. Ensuite, et donc là, vous voyez, l'accent, c'était faire dialoguer des gens qui ne parlent pas ensemble, et laisser la place au public pour poser des questions en toute liberté et sans tabou particulier. Ensuite, il y avait les ateliers. Alors les ateliers, il y avait plus de 50 ateliers, donc je ne peux évidemment pas tous les citer, qui étaient par des pôles, organisés en des pôles bien précis. Le pôle du français, le pôle des mathématiques, le pôle des langues, notamment il y avait des ateliers extraordinaires sur l'enseignement du chinois, les ateliers du pôle pédagogie adaptée, c'est-à-dire quand on a des enfants différents, qui ont un handicap, un trouble de l'apprentissage, comment on fait? Une dyslexie, un problème auditif, qui ont été malades plusieurs mois, qui sont en retard. Bon. Et puis il y avait des ateliers sur les compétences douces, tout ce qui est autour de la motivation, de la concentration, etc. Et il y avait un atelier pôle éducation intégrale, qui était important aussi, et notamment sur la notion d'orientation scolaire. L'éducation, c'est aussi derrière la profession, le fait d'apprendre des métiers, l'apprentissage, comment on tourne les enfants vers une formation qui est aussi celle de la volonté, de la connaissance de soi et de l'envie de participer à la vie de la cité en prenant des responsabilités. Et ensuite, il y avait un autre élément très important. Nous avons organisé la finale d'un concours d'économie, de stratégie économique. Donc ça, c'est un concours qui a été fait à l'initiative de Xavier Fontanet, l'ancien président d'Essilor, qui par ailleurs est journaliste aujourd'hui sur BFM Business. Et il a créé un jeu où on joue d'abord contre l'intelligence artificielle, et puis en finale, on peut jouer contre des vraies équipes. Et c'est un jeu qui permet d'intégrer fondamentalement le fonctionnement des entreprises et d'apprendre à les piloter. Ce jeu est absolument génial. Il permet à des gens qui n'accèdent pas du tout à l'économie, ou bien qui ont une approche extrêmement stéréotypée et souvent assez connotée, il faut bien le reconnaître, de l'économie en France, d'aborder l'économie complètement différemment. Et ce qui est très intéressant, donc on a fait la publicité dans toute la France, et ce qui est très intéressant, c'est que parmi les établissements très enthousiastes, il y a eu beaucoup d'établissements de province, professionnels ou technologiques, mais aussi des dom-tom, on dit plus de dom-tom, enfin la France d'outre-mer, et donc des gens qui d'habitude sortent jamais dans les classements, là ils se sont sentis
l'envie et la capacité de dire ça m'intéresse. Et donc il y a eu la finale sur place, commentée par Xavier Fontanet de BFM, et qui va ensuite les inviter à commenter sur BFM leur stratégie de jeu, et puis qui va organiser un certain nombre de récompenses pour ces jeunes lycéens. Donc ça, je pense que c'est très important, parce que si on veut sortir de cette culture française nulle en économie, et donner un peu un sens de l'entreprise, et faire, pour le coup, émerger le sens de l'entreprise et la responsabilité chez des jeunes partout, sans forcément passer par la logique concours ou très scolaire. Oui. Vous voyez, c'est une autre logique. Je crois que c'est important. Donc ça, c'était un événement très original, très compliqué à organiser pour nous. Et voilà. Et ensuite, il y avait toute la partie village. Donc il y avait le village des écoles, où il y avait des écoles extrêmement variées, aussi bien des écoles musicales, des écoles primaires, confessionnelles ou non, enfin catholiques ou je crois que c'était catholique ou inconfessionnelles, des écoles pour les enfants dyslexiques, les enfants qui sont à haut potentiel, des écoles tournées vers l'apprentissage précoce de métiers, donc comme l'école du service à la personne, des écoles qui, comme Eden School, apprennent en fait en parallèle d'une fin de scolarité normale tout le codage, comme l'école 42 de Xavier Niel, oui. Mais en accéléré et avant le bac, pour des gens qui en fait ne supportent plus le fait de ne pas rentrer dans la vie active, leur apprendre tout de suite un métier tout en leur donnant une formation. Des écoles aussi internationales, des écoles liées à la science, un internat de Dame d'Orvaux qui a une partie hors contrat, une partie sous contrat et qui se sert de cette liberté pédagogique, l'établissement Saint-Dominique, un gros établissement hors contrat qui par exemple a 5 chorales, donc qui a une dimension très importante de la musique dans son établissement. L'établissement de Saint-Odile de Courcey, qui est bien connu aussi, qui a une pédagogie d'internat très aboutie et qui vit beaucoup vraiment dans la nature, complètement à la campagne, et qui a des décennies de résultats et de solidarité aussi de tous ces anciens. Et puis encore des écoles internationales ou bilingues. Donc on a eu beaucoup plus de demandes pour les stands, donc on pense, on ne sait pas encore si on le fait l'année prochaine ou l'année d'après, mais on pense que pour le prochain salon, on va prendre un espace beaucoup plus grand, parce qu'on a refusé, je ne sais pas moi, des dizaines et des dizaines d'écoles et d'exposants. Et ensuite, sur les exposants, il y a eu beaucoup de librairies spécialistes des écoles, des librairies scolaires, comme par exemple la librairie des écoles. Il y a eu aussi des intervenants qui sont des intervenants connus, par exemple pour le matériel Montessori, ou pour faire des formations Montessori. Il y avait pas mal d'instituts de formation qui étaient là au niveau pédagogique, qui présentaient leur travail. Il y avait une exposition aussi menée par un ensemble d'étudiants de grandes écoles qui montaient comment faire comprendre la dyslexie visuellement. Donc c'est une exposition tout à fait spatiale où les gens voyaient comment mieux comprendre la dyslexie et savoir l'aider à tirer parti de lui-même. Ce qui est un point important, parce qu'il y a énormément de dyslexiques qui sont très malmenés par le système éducatif et pourtant très créatifs. On dit qu'il y a 30% de dyslexiques à la NASA, par exemple. C'est quand même intéressant. De même que dans l'informatique, il y a un nombre très important d'autistes. Donc il y a des réalités comme ça qui, au lieu de les subir comme un manque, on peut être transformé en voilà, c'est un atout dans un autre domaine. Donc c'est important d'avoir ce regard sur l'enfant. Et outre les éditions, il y avait beaucoup d'intervenants et d'exposants, parfois sur des choses très pratiques. Je pense à Cyrillus Academy, par exemple, qui propose des uniformes pour les écoles qui sont des écoles à uniforme. Voilà. Bien sûr, on retrouvait les stands de la Fondation pour l'école, de Créer son école, de l'Institut libre de formation des maîtres, de l'Académie du professorat. On retrouvait tous ces intervenants-là. Et tous ces intervenants ont dit qu'ils voulaient absolument revenir et puis amener d'autres personnes parce que c'était... D'abord, il y avait énormément de monde, et puis le public était très qualifié dans ces questions. Ils pouvaient être très populaires, mais très qualifiés dans ces questions. C'est des gens qui savaient, qui étaient exigeants en matière éducative et qui cherchaient des choses précises. Donc ça, c'est extrêmement agréable, ce qui paraît, c'est pas mon habitude, mais que quand on fait beaucoup de salons,
Souvent c'est pénible parce que les gens viennent pas préparés, etc. Alors que là on venait de manière très préparée, en sachant exactement à quoi ils voulaient venir. Ils s'étaient inscrits aux différents ateliers. Il y avait des ateliers qui comptaient jusqu'à 50 participants. Et il y avait des ateliers très très pratiques où les gens apprenaient, par exemple, à avoir un cours selon la méthode Montessori par rapport à tel enjeu. Donc ça leur permettait d'eux-mêmes d'expérimenter, d'avoir une expérience comme un enfant d'une méthode pour pouvoir l'apprivoiser et voir si ça les intéressait de creuser. L'argent est le nerf de la guerre. Est-ce que la liberté scolaire, avec le financement d'une partie de l'école, donc l'école publique, est-ce que cette liberté scolaire est menacée encore aujourd'hui ? Alors, la liberté scolaire, c'est un combat permanent. Il y a une dimension dans ce combat qui est clairement antitotalitaire. C'est-à-dire que si on veut assurer une société respectueuse de la capacité à chercher la vérité et de la pluralité dans cette démarche de recherche de vérité, eh bien, c'est indispensable que tous les enfants ne soient pas formés dans le même moule. Donc, il y ait une variété d'acteurs, donc il y ait des écoles libres ou des capacités d'avoir des compléments ou des alternatives à l'école gratuite, publique. Ça, c'est le premier enjeu. Heureusement, il y a quand même la Constitution pour nous et il y a la conception même de ce qu'est l'état de droit. C'est-à-dire que la capacité de choisir son école ou son mode d'éducation est au cœur des libertés publiques fondamentales. Donc ça, c'est fondamental. Après, les coups de boutoir sont permanents à un titre ou à un autre. Et parfois, les défauts des écoles ou les défauts des pratiques de tel ou tel milieu, donnent des verges pour se faire battre. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses qu'il faut faire mieux pour éviter que d'autres veuillent nous mettre au pas parce qu'on les fait mal. Donc il y a un gros travail d'amélioration et de qualité. C'est pour ça que dans le cadre de la Fondation pour l'école, on essaie de mettre un accent très important sur la formation, un accent très important sur le dialogue entre les différentes écoles pour partager les bonnes pratiques. Et là, on veut vraiment développer le réseau des écoles aujourd'hui pour que ce partage soit plus efficace. Et puis, on travaille sur la qualité. On a créé un label de qualité pour permettre aux écoles de s'organiser et d'être régulières et transparentes dans la manière de fonctionner. Et si on est qualitatif, on est capable d'en rendre compte et qu'on est capable d'expliquer ce qu'on fait, comment on fait, où on va, on n'aura pas de problème avec des corps de contrôle. Maintenant, si nous-mêmes, nous ne sommes pas toujours bien au fait de telle ou telle réalité obligatoire ou de telle ou telle obligation de prudence, eh bien forcément, nous aurons des problèmes. Donc c'est un double mouvement. Il faut défendre les libertés. Quand par exemple le ministre, suite à un lapsus, dit les écoles clandestines, c'est-à-dire les écoles indépendantes, c'est inadmissible. Quand nous avons des inspections à charge sur les écoles hors contrat, par principe, par hostilité de principe, c'est inadmissible. Et donc il faut se battre là-dessus, et c'est ce que nous faisons. Par contre, il y a des évolutions qui doivent avoir lieu. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire de cette manière-là, qui doivent être mieux faites, plus respectueuses, plus responsables, plus prudentes. Et dans ce cas-là, il faut aussi faire ces évolutions-là. Chacun doit faire un peu sa part du chemin. Donc il y aura d'autres éditions. Oui, bon, nul n'est maître de l'avenir, mais notre intention, évidemment, puisqu'on l'a dit premier salon, c'est il y en ait d'autres. Et on va réfléchir lundi pour savoir si c'est déjà l'année prochaine, ou si c'est l'année d'après, ou si on fait une année, un salon de ce type, l'année d'après quelque chose d'un peu différent. Mais en tout cas, les attentes sont très fortes. On a reçu des centaines et des centaines de mots de remerciements et de demandes de refaire ça. Donc je crois qu'il faut continuer. Et puis à peu près que nous qui pouvons faire ce type de salon. Évidemment, ça a un coût. Donc c'est complètement non lucratif. On a fait des prix très symboliques de 5 € l'entrée. Évidemment, c'est une de nos actions non lucratives. On n'est pas du tout entré dans nos fonds. Donc s'il y a des gens qui pensent que c'est important, qu'il faut continuer ce travail pour montrer ce que les écoles indépendantes et la liberté scolaire peuvent apporter à notre pays, il faut qu'ils nous soutiennent, il faut qu'ils soutiennent la Fondation pour l'école pour qu'on puisse renouveler l'expérience et faire une proposition encore plus riche et encore plus convaincante, parce que ça compte pour les pouvoirs publics, ça compte pour le travail aussi de défense et d'illustration de la liberté scolaire, et ça compte pour les familles qui sont à la recherche de solutions concrètes et qui ont vraiment besoin qu'on leur dise pour tel problème, il y a telle solution, il y a telle pédagogie, il y a tel livre.
la librairie donc, spécialisée, parce qu'on avait une grosse librairie, et puis ensuite des éditeurs, a été prise d'assaut toute la journée. Il y a eu des milliers de livres vendus, et parce qu'elle était très qualitative. Elle correspondait vraiment à des problématiques et à une sélection très soigneuse des ouvrages. Et donc les différentes vidéos des tables rondes Vont être en ligne. Vont être en ligne Oui, et donc oui. seront disponibles sur le site. Elles ne sont pas encore disponibles, elles sont en cours de montage. Vont être disponibles. Et donc ce sera sur le site de la Fondation pour l'école ou Ça sera sur les deux, sur lipsco.fr et le site de la Fondation pour l'école, et on va bien sûr communiquer par les réseaux sociaux. Très bien, une dernière question un petit peu en marge du salon. On a appris le 11 avril la séparation de la Fondation pour l'école et la Fondation Espérance Banlieue. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'était un choix qui découle d'une longue discussion, semble-t-il. Alors oui, lorsque la Fondation pour l'école a lancé la Fondation Espérance Banlieue et a permis le déploiement de cette fondation abritée, donc elle a 13 fondations abritées aujourd'hui, donc c'est une de ces 13 fondations abritées, il y en a dans d'autres domaines. Lorsque donc la Fondation pour l'école a pris ce choix-là, c'était dans une perspective d'aider à faire aimer la France à des enfants qui la connaissent finalement assez peu, qui sont souvent venus de l'étranger et pour lesquels c'est pas facile d'accéder à la culture française, et puis de montrer que la liberté scolaire, les écoles indépendantes étaient tout à fait capables d'apporter ça à notre pays, et d'apporter ça aux familles, et qu'elle était vraiment d'intérêt général. Elle ne travaillait pas pour un cercle restreint de privilégiés qui, d'une certaine manière, peuvent déjà accéder à une éducation qualitative. Et ce projet-là a été couronné de succès, les écoles se sont développées progressivement, et donc cette stratégie a été tout à fait concluante. Maintenant, la difficulté, c'est que ces écoles Espérance Banlieue ne doivent pas se déployer à l'infini sans garantie sur leur qualité. Or, on est aujourd'hui à un moment critique au niveau éducatif global. Il y a une pénurie des professeurs de qualité qui est extrême, et il y a une tension sur les financements. Donc l'objectif de ces écoles Espérance Banlieue doit être de prouver leur qualité dans un nombre restreint d'écoles, et d'interpeller les pouvoirs publics pour leur dire « reconnaissez cette qualité et donnez-nous des moyens financiers, tout en étant respectueux de ce qui fait nos facteurs clés de succès, c'est-à-dire notre capacité à choisir nos professeurs librement. Ces professeurs ne doivent pas être employés par l'éducation nationale ou choisis par l'éducation nationale ou dépendre dans leur carrière par l'éducation nationale. Il faut que ce soit notre équipe. La deuxième chose, c'est qu'il faut choisir nos méthodes, nos manuels scolaires, notre projet pédagogique. Et par contre, bien sûr, nous acceptons d'être inspectés, bien sûr, nous acceptons la transparence, et bien sûr, nous acceptons les contrôles d'État. C'est évident. Donc ça, c'est l'approche naturelle. Et il y a eu des tensions réelles avec Espérance Banlieue parce que l'équipe, un peu grisée par son succès, a un peu pris la folie des grandeurs et est partie dans le développement d'écoles pour faire toujours plus d'écoles, jusqu'à un dispositif qui nous a paru insoutenable financièrement. Et donc, ça nous paraissait très nécessaire de dire soit vous revenez à un dispositif peu d'écoles, très qualitative, et on interpelle les pouvoirs publics, soit vous sortez de la Fondation pour l'école. Donc nous avons choisi le deuxième point. Le conseil d'administration de la Fondation pour l'école a fait ce choix. Donc la Fondation Espérance Banlieue est dissoute, elle n'existe plus, et le Espérance Banlieue va se loger dans une structure différente en dehors de la Fondation pour l'école. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu des irrégularités de gestion significatives qui ont été objectivées par des auditeurs indépendants qui ont fait une mission, et qu'on ne voulait pas continuer à cautionner ce type d'irrégularité de gestion et de gouvernance, puisque c'est la Fondation pour l'école qui était responsable de ce dispositif. Là maintenant, sous un mois, ils auront leur pleine autonomie, et ils sont responsables de ce qu'ils feront. Donc ça, c'est le choix qui a été entériné, de demander à Espérance Banlieue, effectivement, de quitter le giron de la Fondation pour l'école pour prendre ses responsabilités entières, ne pas nous faire assumer des responsabilités à nous sans que nous ayons des contreparties suffisantes pour s'assurer de ce qui nous paraissait essentiel. Et donc c'est ce qui a été fait au sujet d'Espérance Banlieue. Et par ailleurs, nous avons aussi
évoluer vers la décision d'une gestion plus collégiale au niveau du conseil d'administration et du bureau de la Fondation pour l'école. C'est-à-dire, en gros, nous sommes en train de nous organiser pour que ce qui était fait avant par le président seul soit désormais fait par le bureau, même le bureau renforcé, et que les délégations de compétences et les responsabilités des uns et des autres aussi soient clairement affirmées. Parce que la Fondation aussi a beaucoup grossi, et c'est important pour la sécurité de tout le monde, que les choses soient faites de manière plus collégiale et plus structurée et plus organisée.